Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires. Une émission animée par Nathalie Croiset. On ne cesse de le dire, hein, les territoires ont un rôle central à jouer dans la transition énergétique et aussi la rénovation énergétique. Nous avons décidé pour cette saison 2 de zoomer sur une rénovation emblématique et d'en parler en détail avec les acteurs engagés. Gros plan ce mois-ci sur la réhabilitation de 2 immeubles de bureaux en logement, rue Mouzoya à Paris, dans le 19e, racheté par le RIVP à la ville de Paris en 2015. Un bâtiment qui a reçu une mention Grand Prix Rénovation Durable au Green Solution Awards tout récent. Hein, donc, on va en parler avec 4 intervenants et notamment Eve Chadec qui est avec nous, bonjour, qui est donc directrice de la construction RIVP. Chef de projet. Chef de projet. Alors, j'avais pas le bon titre, hein, je suis désolée. Donc voilà, chef de projet. Donc allez-y, présentez-vous. Je suis désolée pour la petite erreur. Allez-y. Bonjour, donc Eve Chadec, chef de projet à la direction de la construction de la RIVP. Très bien. Et donc, vous allez nous en dire un peu plus, puisque je disais que c'est aussi, vous avez porté, mais surtout la ville de Paris, ça, vous allez nous en parler dans un instant, cette rénovation. À vos côtés, Sandrine Chabrier, bonjour, qui est bien chargée d'affaires CVCD PLB, c'est bien ça? Oui. À peu près, pour à Espace-Temps, qui est un bureau d'études. Voilà, quelques mots pour vous présenter. Génie climatique et thermique pour le bureau d'études Espace-Temps. Voilà, donc vous êtes intervenu notamment sur la partie thermique et vous allez nous en parler. Et puis évidemment, dans cette aventure, il faut toujours un architecte. Donc on est ravis d'accueillir Patrick Rubin, bonjour. Mais Eve Chadec est aussi architecte. Voilà, alors et Sandrine est ingénieure et évidemment dans le trio il y a l'architecte Canal Architecture. Voilà, vous êtes le cofondateur de Canal Architecture, c'est ça? Oui, ce qui est peut-être un peu spécifique à Canal, c'est que nous faisons à la fois de la recherche et de l'action, recherche-action. Et quand on réfléchit à un sujet, on essaye de le développer et de l'anticiper pour demain, on en reparlera. Alors, on va parler aussi de ce projet parce que c'est une vraie question de réversibilité qu'il y a. Et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, Patrick Rubin. On va en parler puisque ça a été quand même une usine à coudre, des locaux de la DRAS, un squat d'artistes, un centre d'hébergement d'urgence. Donc, il y a eu beaucoup de mutations. Et puis, voilà, une nouvelle mutation puisque l'objectif, c'était de transformer des immeubles de bureaux en logements. Eve Chadec, je disais, à l'origine, c'est un projet de la ville de Paris, hein, c'est ça? C'est un foncier qui appartient à l'État. D'accord. Puisque c'était des bureaux de la DRAS, comme vous l'indiquez. Et par contre, c'est la ville de Paris qui, effectivement, a voulu se mobiliser et a voulu conserver le bâtiment, qui, en plus, a une façade qui est inscrite et protégée au titre du PLU. D'accord. Donc, ça avait une dimension logement social aussi derrière tout ça, c'est ça aussi? En fait, l'histoire, elle commence à la RIVP en 2014, quand la parcelle est cédée, sur la base des principes de la décote du flot, qui est un dispositif qui date de 2013, et donc qui est un dispositif en faveur de mobilisation du foncier en faveur du logement social. Et donc, la RIVP a pu acquérir cette parcelle avec une décote très importante. Mais en contrepartie, on s'est engagé sur un programme important de logements sociaux. Donc, on devait faire en tout 290 logements sociaux. Voilà, donc c'est cette réalisation. Mais vous l'avez dit, s'il n'y avait pas eu cette décote, ça coûtait très, très, très cher quand même à faire. Hein. C'est ça, exactement. Puisque la décote représente quand même 80% du montant du foncier. Alors, on va arriver concrètement aussi à la réalisation avec vous, hein, Patrick Rubin, de cette transformation, hein, comme je disais, de bureaux en logement. Avec, on en parlait d'ailleurs il y a un instant avec Alexandre Sobo, une réalisation, une isolation par l'extérieur, c'est ça? Ah non, c'est l'intérieur. Alors, c'est rien, non. Non, alors ça a été fait comment? Dites-moi. Non, mais surtout se dire, oui, c'est la loi du flot. Par exemple, le privé peut pas aller sur ce type de montage. Hein, ça, c'est important de le comprendre. Et le grand avantage, c'est quand on paye 20% le prix, une acquisition d'un foncier et d'un bâtiment existant, on se pose des questions. Et je sais qu'à un moment, il avait été question justement de démolir cet ensemble. D'accord. Il faut commencer par ça parce qu'avant même l'isolation, on peut se dire que construit dans les années 70, il a payé il a payé son tribut carbone, puisque tout ceci a été construit il y a plus de 50 ans. Alors, et c'est en béton, et c'est l'œuvre d'un architecte qui s'appelle Claude Parent, qui est plutôt connu dans nos milieux et au-delà. Et c'est une architecture qu'on nomme brutaliste. Voilà. J'espère qu'on voit des photos. On en verra, on va en voir. Pour ceux qui nous suivent en vidéo, je rappelle, il y a aussi les podcasts, évidemment. Donc on peut découvrir en images un petit peu cette réalisation. Et il avait été question de le détruire, ce bâtiment. Et Serge Contat, qui était alors directeur général de la RIVP, au dernier moment a réussi à convaincre
le préfet, je crois, de le conserver en disant assez naturellement il est temps de ne plus détruire, mais nous sommes nombreux à le dire. Essayons de réhabiliter ce bâtiment. Alors, il y a un concours, et nous, ce qu'on va plutôt faire, on va extraire le mot réhabilitation, on va parler plutôt de réparation du bâtiment, et on va très très peu le casser parce qu'on était bien servi. Le plan des architectes de l'époque était intelligent, et des bureaux se sont vite trouvés devenir des logements avec assez peu de gesticulation, pas de création d'escaliers, peu d'ouvrages laborieux. Ça a quand même duré un certain nombre d'années. Donc ça, c'est le principe. Vous avez gardé ces façades et vous avez mis les structures à nu. Et ce que je disais quand même, j'avais raison, c'est quand même de l'isolation par l'extérieur, même si vous vouliez rajouter évidemment un complément à ce que disait F. Chadec. Non, pardon de vous contredire, c'est de l'isolation par l'intérieur. C'est par l'intérieur, oui, d'accord. Ok, alors j'entendais, c'est parce que j'entendais juste auparavant une émission qui disait dedans, dehors. La question qu'on se pose c'était toujours, compliqué en fait par l'extérieur, c'est ça? C'était compliqué parce que c'est une œuvre qui est désormais d'ailleurs inscrite au patrimoine et qui est, encore une fois, j'espère qu'on voit les images, qui est façonné avec une architecture de béton, de relief, qui prend la lumière. Enfin, c'est vraiment un bâtiment important pour Paris, et il fallait et pas le casser et pas le dénaturer. Et donc, le travail va consister à faire ce qu'on appelle la barrière thermique et la barrière acoustique sans le dénaturer. Et c'est peut-être ce qui est le plus remarquable dans l'opération, c'est que comment faire pour qu'un patrimoine reste vivant, reste identique, alors qu'il nous faut respecter toutes les règles thermiques, acoustiques, et donc se poser la question d'isolation. On a réussi à le faire. On a réussi à le faire en créant une seconde barrière à l'intérieur sans du tout dénaturer les effets de façade. On a aussi été plutôt attentif à Claude Parent, qu'on avait rencontré quand on faisait le concours et qui est mort depuis, en respectant le dessin de ces façades, en rendant le bâtiment de nouveau habitable dans toutes les normes possibles, et en le dénaturant pas. Je me répète là. Alors peut-être faire commenter Sandrine Chabrier aussi. Alors sur cette question d'isolation, j'ai bien compris, désolé pour l'erreur par l'intérieur. Il y a beaucoup de dossiers à traiter, tout d'un coup j'ai perdu le fil là. Mais donc, pardon. Et donc aussi les enjeux thermiques, avec quelles solutions énergétiques aussi vous avez trouvé? Oui, alors comme le disait Patrick, on a été contraint, entre guillemets, par l'aspect extérieur du bâtiment pour s'adapter. En fait, tout le projet a été de s'adapter au site et de déconstruire le moins possible, de toucher le moins possible à l'épure. On a isolé par l'intérieur en créant cette double enveloppe. On a isolé les terrasses. On a complètement... là, pour le coup, les terrasses ont été entièrement refaites. Les planchers bas. Et après ce travail sur l'enveloppe passive réalisée, on s'est intéressé au système énergétique. On a fait une analyse de site qui s'est avérée assez rapide. Le réseau de chaleur urbain parisien était à plusieurs centaines de mètres du site. Le quartier n'est pas encore très bien irrigué. On a envisagé une solution de géothermie, mais on avait pas mal de sous-sols de parking à l'abandon et un sous-sol un petit peu en gruyère dans la butte de la Mouzaïa. On avait une chaufferie gaz existante dans la vie passée du bâtiment. Donc, on a fait le choix technico-économique de conserver une chaufferie gaz, de réutiliser le même local qui nécessitait le moins de travaux possible. On a un petit peu eu des cheminements à réadapter, mais c'était vraiment à la marge. Et le bilan technico-économique était le plus viable. Ensuite, on a encore une fois essayé de jouer sur les besoins avant de jouer sur la consommation en elle-même. On a ajouté une récupération de chaleur sur les eaux grises, puisque c'est un bâtiment de logement, donc beaucoup de douches, beaucoup d'utilisation d'eau chaude. Donc on a essayé vraiment de jouer à la source, et au final, on a un mix plutôt intéressant. On rentre dans les objectifs du plan climat Ville de Paris de l'époque, et on a une possibilité de réversibilité si par ailleurs, dans les années à venir, le réseau CPCU venait à se déployer. Et puis il y avait aussi un enjeu, je vais faire réagir F. Chadec aussi, puisque voilà, ce sont des logements sociaux. Il y a aussi faire en sorte de limiter autant que possible les charges. Effectivement, oui,
C'est vraiment quelque chose qu'on regarde à la RIVP avec attention, puisque nos locataires peuvent avoir des petits budgets et donc on essaye de minimiser leurs charges. Et là, c'est vrai qu'on est sur un bâtiment avec beaucoup de petits logements et la solution gaz en chaufferie, donc avec un entretien qui est à l'échelle du bâtiment, était une solution qui permettait quand même de maintenir un niveau de charge satisfaisant pour les locataires. Voilà, il y avait aussi ce choix-là, et puis on a bien vu que techniquement, c'était pas si simple que ça, en tout cas, à mettre en place, comme on parle beaucoup aussi d'autres solutions. Là, le gaz, on va dire, quelque part, s'imposait dans cette solution. Autre sujet, j'allais dire, on en parle beaucoup ici, et c'est vrai que dans la RE 2020, ça a été mis en avant, le sujet de confort d'été. Là, c'est quand même une réalisation qui a 7 ans, hein, c'est ça, Sandrine Chabrier, à peu près? Enfin, c'était le programme. Le programme, oui. Voilà, le programme en lui-même. Donc, ça s'inscrit aussi, ce sujet du confort d'été, parce qu'il y a eu une certification aussi, CERCAL. Oui, donc qui demandait de... Bon, alors, de toute façon, on est sur du logement, donc l'occultation de la lumière est assez importante. Et en sus, on avait des objectifs de réduction, enfin d'amélioration du confort intérieur, sans recours à la climatisation, bien sûr, dans nos régions. Donc on a joué sur des occultations extérieures qui se sont plutôt bien intégrées dans le rendu final du bâtiment. Et on a aussi quand même un bâtiment assez inertiel, puisqu'on a ces planchers, ces masses béton existantes, avec une petite couche acoustique ajoutée, qui participe aussi au confort d'été pour les locataires. Vous voulez ajouter quelque chose, Patrick Rubin, comment on détaille aussi cet immeuble et cette réalisation? De manière plus générale, hein, je voudrais dire, c'est intéressant de parler de ce bâtiment, enfin, qui est célébré entre nous. Hein. Évidemment, ce n'est pas le rôle de l'architecte seul, ça faut bien le comprendre. Et après, quand je vous parlais d'action recherche, ça c'est l'action, c'est le bâtiment. Et après, on se pose des questions. Est-ce qu'on pourrait faire encore mieux? Est-ce qu'on pourrait faire encore plus vite? Est-ce qu'on pourrait faire encore moins cher? Et c'est vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui à l'atelier. Et je me souviens être allé voir Daniel Schneider et Serge Contant, leur disant, ce bâtiment qui vous a coûté en coût rénovation, 1700 € le mètre carré, on pourrait vous le faire à 1400 € le mètre carré. Alors évidemment, ils ont souri l'un et l'autre, ils disent toujours que les architectes leur disent qu'il leur faut plus d'argent. Mais c'est vraiment une méthodologie qu'il faut désormais appliquer, il faut réfléchir à ça, on travaille dessus, d'autres également. C'est dire que quand on rentre dans ces bâtiments, plutôt que de les badigeonner, de les penser avec de l'isolation intérieure ou extérieure, on pourrait très bien imaginer que, vous voyez comment il y a un logement étudiant, un logement service, ce sont des petites unités qui font 20 mètres carrés. On pourrait très bien imaginer fabriquer ces unités à l'extérieur du bâtiment, avec, j'entendais parler... oui, on revient au sujet du hors-site, exactement, évidemment. Et on sait rentrer dans ces bâtiments comme des caravanes, des tiny house, ou type cabine de paquebot. On sait fabriquer ça avec un rendement très efficient, c'est-à-dire que quand vous êtes en hors-site, le compagnon est 80% de rendement sur 100%. Quand vous êtes sur un chantier, c'est la guerre à tout moment. Il y a une déqualification du travail, il fait froid, mauvaises conditions, c'est 20% d'efficience. Donc c'est dire que bien naturellement, alors ce que je proposais à la RIVP en disant, je disais pas on s'est trompé, mais demain on pourrait faire autrement, je disais vous pourriez gagner 1 an, donc ça veut dire 1 an de chantier, mais aussi 1 an de loyer, et en regardant le monde de l'industrialisation, et on est allé voir les chantiers de l'Atlantique pour voir comment fabriquer les cabines de paquebot, on est allé voir à Montpellier des gens qui fabriquent en bois des tiny house, et on se rend compte que ces modules peuvent être vraiment intégrés comme des organismes vivants qui rentrent dans ce squelette une fois qu'on a curé le bâtiment. Et demain, ce sera ça. Les architectes ont toujours rêvé, j'y crois pas, hein, qu'on fasse des bâtiments comme des automobiles, mais il y a une part de l'industrialisation qui doit désormais rentrer dans ces bâtiments, parce qu'ils vont être de plus en plus nombreux. On regarde tous les bâtiments, même ceux qu'on appelle ordinaires, qu'on cassait auparavant, on ne pourra plus les casser. Donc quand on nous dit qu'il faut absolument faire que les bureaux deviennent des logements, l'exemple de la RIVP, oui, mais comment ? C'est-à-dire qu'on peut le dire, c'est une parole politique, et après, c'est aux gens du bâtiment, et aussi aux industriels qui ne se parlent pas vraiment, d'ailleurs,
d'inventer des composants. Ça mettra un peu de temps, mais je suis assez optimiste sur le sujet. Alors peut-être faire commenter Ève Chadec, puis vous pourrez rebondir aussi. C'est aussi la particularité quand même, ça aurait été un logement familial, c'était peut-être pas si simple aussi à faire tout ça. C'est ça, effectivement, on est quand même sur une trame qui est assez à la fois trop profonde et pas assez profonde. Donc le logement étudiant marchait bien, mais on n'aurait pas réussi à faire du logement familial. On n'aurait eu que des logements mono-orientés. On aurait eu beaucoup de pertes d'espace dans les parties communes. Donc voilà, c'est un ensemble de facteurs aussi qui nous ont conduits à ce projet-là. Effectivement, après la question de la préfabrication, c'est un sujet très intéressant et sûrement un sujet d'avenir. Aujourd'hui, en logement, on a quand même tout un tas de contraintes, notamment sur l'éclairement du logement, sur l'acoustique, toutes les réglementations, les normes. Oui, parce que là aussi, l'acoustique, ça n'a pas été simple, c'est ça, il a fallu couler une chape, c'est ça. Je suis un peu plus informée que sur l'intérieur et l'extérieur, oui. Oui, c'était un des sujets assez complexes sur l'immeuble, puisqu'on a dû rehausser tous les planchers de quelques centimètres pour couler cette chape acoustique, effectivement, et donc aussi tous les escaliers, ce qui est très ouvrageux. Voilà, oui, c'est sûr que la préfabrication est un sujet très intéressant. Après, comment est-ce qu'on arrive à les insérer dans un immeuble comme celui-là ? Par où ? Comment est-ce qu'on gère les différences de seuil entre le couloir et entre la cellule ? Comment est-ce qu'on gère les points de lumière ? Voilà, c'est aussi tous ces sujets qui sont à réfléchir, mais effectivement, voilà, aujourd'hui, on a des exigences en logement et on a du mal à mettre en œuvre la préfabrication à l'intérieur de bâtiments existants, mais je ne doute pas que les architectes vont trouver, les architectes et les industriels ensemble vont trouver une solution. Oui, parce qu'ils vont dialoguer. Alors peut-être Sandrine Chabrier, si vous voulez ajouter quelque chose aussi. Est-ce que ce sont des sujets, vous, que vous regardez, vous, de votre point de vue, ces questions de hors-site, de préfabrication ? Oui, totalement. D'ailleurs, on avait accompagné Patrick Rubin à la visite des chantiers de l'Atlantique, et c'était, pour nous, c'était une découverte comme si on réalisait qu'on avait des dizaines d'années de retard sur un autre monde qui finalement est assez proche du nôtre. Finalement, un paquebot, c'est un immeuble sur l'eau. Effectivement, eux travaillent sur du neuf de A à Z. Donc nous, il faut qu'on réfléchisse à comment les intégrer dans le bâtiment. Mais sur Moussaïa, on avait fait une étude. L'idée n'était pas forcément de mettre l'intégralité des chambres, de les faire hors site, mais de se concentrer sur les salles de bain, de faire un système de pods et de faire cheminer les pods. Alors on a les contraintes de construction du bâtiment à l'origine, de ferraillage qui n'était pas forcément tramé régulièrement. Je ne sais pas, peut-être que Patrick pourra en dire plus, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'adaptations sur site dans les verticalités. Les créations de verticalité dépendaient, c'était des surprises tout du long du chantier. Peut-être qu'on aurait eu des petites sueurs froides dans l'intégration de ces pods, mais je pense que ça valait le coup d'essayer, en tout cas sur une petite quantité de cas reproductibles. Oui, Patrick Rubin, vous pouvez commenter, bien sûr. Sandrine documente bien, et Ève, qui est ma contradictrice, c'est ça, on dit ça, permanente et sympathique, a tout à fait raison de dire que sur un bâtiment qui fait 16 mètres de large, on peut le faire pour des micro-logements qui sont mono-orientés, évidemment, mais on ne pourrait pas le faire pour de plus grands logements, parce qu'il faudrait que le mieux, c'est, vous parliez de ventilation, c'est le courant d'air, la lumière traversante, vous êtes sûr de ne pas être au nord, si vous avez deux points de vue. Donc il faut faire des bâtiments réversibles. Oui. Et je fais exprès sur cette transition. C'est-à-dire que c'est parfait, parce que je voulais l'aborder en fin d'interview, donc c'est parfait, vous commencez à en parler. Je reviendrai peut-être après sur la préfabrication, mais si aujourd'hui on considère qu'un immeuble de bureau ne fait pas forcément 18 mètres de large, parce que vous voyez, on fait une réunion dans un studio, on fait des réunions par Teams, donc tout ceci bouge très fort. Si on considère que des escaliers ne sont plus forcément des noyaux centraux sur de vastes de plateau, si on arrête de faire du refend, on fait du poteau dalle ou du poteau poutre, dans ce cas-là, on peut faire des plans libres, et dans ces plans libres, à condition qu'ils ne fassent pas plus de 13 mètres, on saura toujours mettre un hôtel, des bureaux, des logements, doublement orientés, et à partir de ça, dans le neuf, là, je suis sûr qu'Ève
pourrait être d'accord, on pourrait penser toujours cette industrialisation de coques. Parce qu'on ne peut plus supporter dans un bâtiment, quand on livre, qu'il y ait 6000 réserves, c'est pas possible. Les coques que nous sommes allés voir avec Espace-Temps, Sandrine, c'est les coques qui sont livrées, elles sont 0 défaut. Donc ce sont des produits qui peuvent être faits de manière différente, selon le design souhaité, et qui sont moins chers. Et on en fait 40 par semaine. Regardez comment fonctionne aujourd'hui, encore une fois, un chantier. Même si je suis souvent, et j'adore l'ambiance des chantiers, mais c'est la guerre, quoi. C'est compliqué, c'est laborieux. Et on ne peut plus, avec tout le parc qui nous attend, d'un côté, dire qu'on va transformer des bâtiments sans mettre en face les moyens de les transformer. J'attends les industriels. Et on ne peut plus aussi, quand on va construire, et on construira évidemment encore, mais moins par rapport à la transformation des bâtiments, on ne peut plus, quand on construit, oublier qu'un bâtiment aura plusieurs vies et donc lui donner une anticipation sur tous ces phénomènes techniques. Et sur les questions d'usage, en fait. Évidemment, les questions d'usage, mais qui puissent se transformer en ne dépensant pas le prix d'une construction. C'est-à-dire que moi, ce qui me paraît complètement faux aujourd'hui, c'est que les investisseurs acceptent d'acheter un foncier, un bâtiment, ils déconstruisent un petit peu, ils réhabilitent, ils lui font des pansements dans tous les sens, et il va coûter plus cher que de construire. Donc ça vous donne la raison pour laquelle on a beaucoup détruit sans réfléchir. Désormais, il faut garder carbone, on va dire d'évidence la virtuosité qu'il nous faut engager maintenant sur ce début de siècle. Mais encore une fois, si on ne nous dit pas comment faire, c'est ça qui est important. Et ce qu'on essaye, c'est de mettre en place, par exemple, un bâtiment. Vous pouvez considérer que c'est un bâtiment hybride, non genré. C'est une construction. Alors là, il faut plutôt être un peu savant sur la construction. Donc, il faut travailler avec les entrepreneurs. Donc, il faut travailler avec les ingénieurs. Et à partir du moment où il y a une espèce de casier dans lequel on peut intégrer des éléments qui sont industrialisés, sans que ce soit monotone. Chaque architecte, ils ont assez d'ego, tous sauront faire leur façade. Mais vous avez raison de parler d'usage. Ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe derrière la façade. Et derrière cette façade, je finis avec ça, mais pour faire une salle de bain qui fait 7 mètres carrés, il faut 7 corps d'État. Voilà où nous en sommes dans le bâtiment. Voilà, donc on a bien compris pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup aussi d'industrie, de réindustrialisation. Vous peut-être rebondir, si vous voulez, F. Chadec, sur l'histoire de la préfabrication. Puis j'aimerais bien aborder, pour terminer cette séquence aussi, puisque si on a souhaité mettre en avant aussi ce bâtiment, c'est les sujets de réversibilité. Et vous demandez aussi, après votre réaction aussi, si vous aussi, vous pensez que ce sont des opérations qui vont être de plus en plus fréquentes et se développer, aussi de votre point de vue. Alors, pour répondre à la première question, sur la préfabrication et l'industrialisation, il y a aussi un sujet qui est très important, le logement social. C'est le sujet de l'acceptabilité du logement. Et donc, la préfabrication, oui, mais encore faut-il qu'on continue à mettre le soin qu'on met dans les équipements et dans les espaces. C'est-à-dire que on ne pourrait pas imaginer une salle de bain de type mobil-home dans un logement social, parce que ça pourrait être très mal perçu par les locataires. Tout comme, en fait, on fait très peu de béton brut à l'intérieur des logements, parce que les locataires, c'est quelque chose qu'ils considèrent comme non fini. Donc voilà, il y a vraiment aussi ce sujet sur le logement social qui est très important. Donc oui, pour la préfabrication, mais encore faut-il qu'on trouve les bons moyens pour le faire et l'intégrer dans le logement social. Je ne pense pas qu'il y ait le logement social, moi. Il y a du logement tout court. On fait habiter les gens, et quand ils vont boire un café chez Starbucks et il y a du béton brut et pas de faux plafond, ils l'acceptent tout à fait, donc ils pourraient l'accepter. Je ne crois pas que ce soit dégradant d'avoir du béton brut ou d'avoir une salle de bain. Aujourd'hui, on les fait en bois et elles sont tout à fait acceptables. Donc, c'est vraiment un changement de... Je crois vraiment que les générations montantes, elles sont tout à fait prêtes à accepter que leurs parents, pour ceux qui sont carreleurs,
se dézingue pas le dos sur ces salles de bain dont je parlais tout à l'heure. On voit bien en tout cas que c'est l'objet d'un dialogue et que, en tout cas, il y a besoin d'évoluer sur le sujet. Alors, un mot sur la réversibilité. Je vais faire réagir aussi Sandrine Chabrier, puis vous pourrez dire un mot de la réversibilité aussi. Allez-y. Sur la réversibilité, effectivement, c'est un sujet qui prend de l'ampleur. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on essaye d'être très frugal sur la consommation de matériaux. Donc, tout ce qu'on ne crée pas, c'est des matériaux qu'on ne consomme pas, et donc c'est très important. Et c'est aussi ce qu'on essaye de demander à nos maîtres d'œuvre sur les constructions neuves, donc d'avoir, surtout au niveau du squelette du bâtiment, de pouvoir se dire qu'il pourrait devenir autre chose, et que dans 50 ans, quand on a fini un premier cycle, on peut réutiliser ce squelette pour en faire autre chose. Dans 50 ans, peut-être que les modes de vie auront évolué, on ne sait pas encore. Ouais. Et sur le cas précis de Moussaïa, de toute façon, on part déjà avec des avantages, puisque ce bâtiment est quand même très bien construit à l'origine. Il a une vraie rationalité qui nous permet, peut-être, dans 50 ans, d'envisager une nouvelle transformation, retour au bureau ou autre chose, qui sait. Voilà, pourquoi pas changer les usages. Alors attendez, je vais laisser parler Sandrine Chabrier, je vous mets en conclusion parce que je vois le temps qui... Je sais que c'est un sujet évidemment qui vous tient à cœur. Allez-y Sandrine, si vous voulez ajouter quelque chose. À ajouter, je suis totalement raccord avec la vision de l'avenir et du arrêter de déconstruire pour reconstruire, et aussi anticiper les changements sociologiques, puisque on a des mouvements, avec le télétravail, on a peut-être un petit peu une réflexion à se faire sur les quantités d'immeubles de bureaux qu'on continue à construire, sur les mouvements de population de Paris vers d'autres grandes métropoles. Oui, puis tout à l'heure on va parler du maintien à domicile aussi, avec une vraie volonté aussi pour beaucoup de gens de rester chez eux, même en ayant atteint un grand âge, donc il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles il faut réfléchir. Oui. Donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus pour anticiper le mode de vie de nos futures générations. Alors, en conclusion, puis parlez aussi, parce que vous êtes en train de travailler sur un projet à Bordeaux aussi, d'immeuble réversible, donc ça aussi c'est... Je conclus sur... vous voyez, aujourd'hui on parle d'une résidence étudiante, et l'étudiant, il est orphelin tout seul dans sa pièce, mais l'étudiant, demain, il sera peut-être avec sa famille, parce qu'il sera chercheur, et à Moussaïa, c'est certain qu'on fait tomber 3 cloisons et on fait un appartement. Mono-orienté, c'est certain, mais on fait un appartement. C'est déjà une réversibilité anticipée. C'est vrai que quand on pense mono-fonction étudiant, on peut très bien le faire. On fait une résidence pour personnes âgées. On a déjà prévu des histoires d'amour qui peuvent arriver. Bien sûr. On peut faire tomber une cloison. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible. Maintenant, sur la réversibilité, viendra le temps où on construira sans affecter. Et la loi Elan nous l'autorise, puisque à Bordeaux, on vient de déposer un permis de construire, très criblé auparavant avec tous les services de la ville, de l'État, parce qu'on a gagné un AMI il y a 3 ans. On a mis 3 ans pour déposer ce permis, signé, appuyé avec des avocats, appuyé avec des notaires. C'est-à-dire que c'est pas du tout un travail d'architecte solitaire, c'est un travail collégial qui nous permet de construire un bâtiment qui a, dans la case du CERFA, pour ceux qui connaissent, 2 affectations. Il y a une accolade qui dit bureau et ou logement. Ce qui veut dire que, au fur et à mesure de la vie de cet immeuble, sans permis de construire modificatif, à tout moment, ces plateaux pourront être loués, logement, bureau, à tout moment. Et le chantier que l'on fait avec Elitis et Euratlantique, Elitis c'est notre partenaire, commence à la fin de l'année. Ce sera le premier démonstrateur pour l'État de la possibilité, après avoir fait voter ces lois, de dire oui, demain on peut construire réversible. Et pour ceux que ça intéresse, c'est visible sur notre site, c'est en accès libre, bien sûr. Il y a des documentations, non seulement sur le projet qu'on fait à Bordeaux, sur le petit livre qu'on a fait sur construire réversible, mais aussi sur tous les sujets qui ont été abordés par l'État, et permis de faire, permis de construire, loi CAP. Tout ceci nous engage à construire différemment
pour suivre les évolutions de la société. Eh bien, parfait. Donc, tout ça sur le site de Canal Architecture. Vous voyez, on est parti d'un projet précis dans le 19e et puis on a ouvert sur les sujets de préfabrication, de hors-site et de réversibilité. Merci à vous, Patrick Rubin, d'être venu, à Sandrine Chabrier, chargée d'affaires au sein du bureau d'études Espace-Temps, et à vous, Ève Chadec, donc chef de projet au sein de la RVP, pour votre témoignage sur cette rénovation. On va marquer une courte pause. On va s'intéresser à la réglementation et voir ce qui se passe du côté du nouveau service public France Rénov'.